Donc on a prévu 10-15 minutes de discussion avec les principaux contributeurs à cet axe de travail. Donc si Luc Aquilina peut nous rejoindre, hein, qui est hydrologue, hydrogéologue, qui a éclairé les parties temps de transfert, et puis Zara Thomas sur les aspects rôle du bocage, hein, pour être là pour répondre à l'ensemble des questions. On excuse Mathieu Sébilot qui a été coincé hier par les grèves de train et qui était d'une équipe de Paris et qui a été intervenu sur les aspects de sol et matière organique. Donc là, on passe à un temps de dialogue. Donc ce temps de dialogue, c'est sur le fonctionnement du bassin versant. On peut avoir des questions très pointues sur l'exposé et les contributions, mais on peut avoir aussi une discussion plus large sur un certain nombre de questions autour de le milieu, en quoi détermine-t-il les émissions d'azote. Donc la parole est à vous. Bonjour, François Birgan de Caroline du Nord. En fait, on a plusieurs questions avec nos collègues américains ici sur les temps de transfert, notamment puisqu'ils ont beaucoup travaillé sur les temps de transfert avec les SF6. Quel est finalement le temps de résidence moyen? C'est-à-dire qu'on comprend qu'il y a des temps de résidence de plusieurs dizaines d'années, mais finalement, quelle est la proportion? Est-ce qu'on peut dire, en gros, il y a 50% de l'eau qui a 2 ans, 10% qui a 50 ans. Est-ce qu'on arrive à faire ça ou on est encore loin de pouvoir déterminer ça? Merci à nos collègues américains pour cette excellente question, n'est-ce pas? Pour essayer de répondre pas trop techniquement, je fais la réponse en français, puis on pourra rediscuter en anglais à un autre moment. Pour essayer de répondre pas trop techniquement à cette question, je dirais que oui, on avance vers le fait de pouvoir un petit peu mieux caractériser l'ensemble des temps de résidence. Essayer de dire, voilà, sur un bassin versant, le temps de résidence moyen, c'est 12 ans, par exemple, plus ou moins tant d'années. Ça n'a pas forcément énormément de sens, parce que si c'est 12 ans, en fait, c'est 50% de 1 an et 50% de 30 ans, par exemple, plus ou moins. Bah, finalement, ce 12, il ne nous dit pas grand-chose. Si en revanche, ce 12, c'est essentiellement quelque chose qui se balade entre 10 et 14, bah, on va avoir exactement la même valeur, mais ça représente des choses extrêmement différentes. Donc le fait de donner une seule valeur, c'est très restrictif, quoi. On masque beaucoup de choses. Donc ça c'est le premier point pour essayer de répondre à cette question. Donc du coup, ce qu'on voit quand on regarde un petit peu la courbe qu'a montré Laurent tout à l'heure, où on voit qu'on a globalement des trucs qui augmentent, on part plus ou moins de zéro, mais avec des fluctuations très importantes avec le cycle hydrologique. Puis on augmente à peu près d'1 an à chaque fois qu'on descend d'1 mètre. Ça nous montre que globalement en surface, on a un ensemble de temps qui sont relativement courts. Ce qu'on voit quand on regarde aussi la chimie des rivières, le fait que par exemple en hiver, souvent dans beaucoup de rivières, on a des valeurs très élevées de nitrate, on peut les associer avec des temps de résidence qui sont vraiment extrêmement courts, sans doute de l'année, voire un petit peu moins, de l'ordre de quelques mois. Donc globalement, on voit qu'on a des temps très rapides, on a un gros paquet de temps qui vont être quelque part entre 1 an et puis 10, 15, 20 ans, comme l'a montré Laurent. Puis quand on va encore plus profond, là on va avoir des temps de résidence de plusieurs dizaines d'années.
mais qui contribuent également après à la chimie de la rivière. Donc on arrive aujourd'hui à avoir un petit peu une distribution, c'est-à-dire la question c'est plus tellement quel est l'âge moyen, c'est de se dire finalement le paquet 0, 2, 3 ans, il fait combien de pourcents sur l'ensemble des temps qui arrivent à la rivière. Donc ce qu'on voit, c'est que ce temps vraiment très rapide, il est plus important en hiver, il est plus faible en été, mais c'est de l'ordre de quelques dizaines de pourcents. Il y a un paquet moyen, donc entre quelques années à 10-15 ans, qui est plus ou moins là en permanence et qui fait globalement, c'est pareil, à peu près un gros tiers, on va dire. Et puis il y a un petit tiers, puisque tout ça dépend de la grosseur des tiers. Grosso modo, il y a un petit tiers qui est la partie vraiment plus profonde qui, elle, correspond à plusieurs dizaines d'années de temps de résidence. Voilà, donc ça c'est pour répondre à la question, essayer de donner quelque chose qui soit un petit peu plus explicite sur cette question qui est vraiment une question qui n'est pas du tout simple. Merci. Désolé d'avoir été un peu long. Ton explication. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que c'est sur ce même type de questionnement, temps de réponse ou sur d'autres? Oui, simplement pour prolonger, je crois que ça a été fait, mais je ne suis pas sûr, je me trompe peut-être, plus spécifiquement sur le bassin de la Lieue de Grève. Est-ce que cette décomposition, non pas dans la nappe, mais vraiment dans le cours d'eau, comme il coule actuellement, est-ce que vous avez pu la faire? Savoir combien de pourcents on a justement qui datent de moins de 5 ans, moins de 10 ans, moins de 20 ans, peut-être en fonction de la période hydrologique qu'on cible. Est-ce que ça a été fait sur la Lieue de Grève, enfin sur le Yard par exemple? Non, il n'y a pas eu de mesure sur le Yard. Par contre, sur le Yard, en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que ce genre de données, on les acquiert sur des dispositifs, en particulier sur des observatoires, et ensuite ça nous sert à contraindre nos modélisations. Donc, mais si on reformule la question, c'est dans n'importe quelle rivière pourrait-on le faire? Et est-ce possible en fait, hein? Donc il y a la réponse Lieue de Grève, mais il y a la réponse aussi. Je te laisse répondre là-dessus. On peut lancer des études sur n'importe quelle rivière. Point de vue, une seule mesure sur une rivière, sur un piézomètre, suffit certainement pas à faire un diagnostic sur ce bassin versant. Je ne vais pas répondre sur la datation, mais je vais répondre plutôt par rapport aux nitrates. Donc, ce qui était intéressant dans ce que Laurent a présenté, c'est de faire le lien entre les processus de versant et ce qui se passe dans le cours d'eau. Donc on peut aussi se poser la question à haute fréquence, quelle est la signature du cours d'eau? Et c'est ce qu'on essaye de faire sur d'autres sites, notamment sur la zone d'atelier, avec des mesures haute fréquence. Donc effectivement, il y a un lien évidemment avec l'âge de l'eau, mais là, le verrou de connaissance, c'est plutôt qu'est-ce qui arrive dans le cours d'eau et d'où ça vient. Et juste une remarque par rapport à ce qui a été présenté. Là, on vous a présenté le cas d'un site où on a une nappe profonde qui est très concentrée. Et donc, évidemment, un signal très fort qui arrive du cours d'eau. Et on peut avoir un cas inverse. On peut avoir une nappe profonde qui est moins concentrée et un stock de nitrate dans le sol qu'on va aller mobiliser après les crues. Donc ça, c'est des travaux qu'on mène actuellement pour comprendre des situations très contrastées, les processus de versant et la signature du cours d'eau en chimie, donc en nitrate, mais en datation. Après, c'est une question de moyens à mobiliser. Si tu veux ajouter quelque chose. Non, simplement pour compléter. Oui, effectivement, hein, notre démarche, c'est sur des bassins versants où on met vraiment l'essentiel de nos moyens pour avoir une compréhension très fine. Et après, évidemment, poser la bonne question, c'est ce qu'on a acquis à cet endroit-là, est-ce que c'est transférable ailleurs ou pas? Donc, on n'a pas fait des datations comme ça sur tous les bassins versants. On a quand même néanmoins maintenant une petite dizaine de points de mesure globalement sur la Bretagne qui permettent de montrer qu'il y a un schéma d'ensemble qui se dégage quand on regarde les choses à une échelle un petit peu importante. Après, évidemment, oui, comme vient de le dire Sarah, il va y avoir des variations d'un bassin versant à un autre, et l'espèce de distribution un peu globale dont je parlais tout à l'heure, elle va varier d'un bassin versant à un autre. Mais globalement, ça reste à une échelle un petit peu large, c'est un schéma qui va être globalement plus ou moins vrai. Ce que vous avez vu aussi sur les datations, c'est que ce qu'on montrait, c'est que
quand on va en profondeur, on arrive à avoir un signal assez stable. Par contre, dans toute la partie du mélange de nappes, où on a une variabilité de la chimie, et sur lequel on pense que c'est là qu'il y a les transferts les plus rapides, et que là, c'est une joyeuse panique, et donc une mesure de datation là-dedans, c'est très compliqué à interpréter. Donc on ne peut l'interpréter que si on met derrière un modèle de mélange, un modèle de transfert qui permet de se caler sur la gamme, mais la mesure de datation elle-même ne suffit pas dans ce cas-là. Oui, il y avait une question. Ce qu'elle a dit Gilles. Moi c'était plus, Gilles Martel de l'INRASAT Paysage, c'est une question plus sur la position des haies dans le paysage et leurs effets. Là tu nous as présenté les résultats pour chaque modèle pris séparément. Est-ce qu'il y a un effet d'hétérosis? Est-ce que ça se cumule? Est-ce qu'au contraire, ou est-ce que vous n'avez pas encore regardé ça? Alors, sur l'effet des haies, en fait, il y a deux types de travaux dans l'unité. Donc, il y a des travaux avec des modélisations, donc ce sont des modèles numériques pour tester des hypothèses. Évidemment, derrière, il y a des hypothèses très fortes, notamment par rapport à l'absorption de l'eau, l'absorption de nitrate. Il y a quelque chose qui a été présenté effectivement et qui a été clairement démontré dans notre unité, c'est l'efficacité des haies de bordure de cours d'eau. Hein. Donc, on a une disponibilité de l'eau qui fait qu'on va prélever plus en nitrate. Effectivement, il y a d'autres travaux qu'on n'a pas présentés ici et on a des résultats dont on peut parler. C'est la position sur le versant qui va jouer un rôle évidemment à la fois par rapport à la proximité de l'eau, mais aussi par rapport à la pente. Donc là, il y a des travaux qui sont en cours et qui montrent une efficacité très variable et qui montrent qu'une haie de nid-versant va être tout aussi efficace sur le nitrate en tout cas. Après, il faudrait voir dans le détail, mais ce sont des choses qu'on est en train de regarder actuellement. André Legal de l'Institut d'élevage, merci Laurent pour cet exposé très clair et à toute l'équipe pour l'avoir préparé. J'ai une question là par rapport aux zones humides et aux prairies humides. Donc, vous avez montré des résultats là par rapport à l'effet de bocage, 5% c'est faible, mais comme tu le rappelais, c'est pas inutile. Donc quand il y a des zones humides et des prairies humides, parce que si on combine tout ça, j'imagine qu'on augmente un petit peu les pourcentages d'abattement du flux. Donc est-ce que vous avez déjà des résultats en la matière? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui, je pense que là-dessus, il y aura plutôt des présentations dans l'exposé de Patrick et Pierre Moreau tout à l'heure, dans le troisième exposé. Voilà, Laurent, s'il te plaît, est-ce que tu peux prendre un micro parce qu'autrement rien n'est enregistré. Donc, ce sera présenté dans l'exposé numéro 3 de ce matin sur les modélisations. Dans le cas du programme Agassiz, il n'y a pas eu de recherche spécifique sur les flux d'azote dans les zones humides. Il y a eu de la modélisation et des exercices de scénario dans lesquels on intégrait différents types de gestion des zones humides. Et donc ça, ce sera présenté tout à l'heure. Voilà, le message quand même global qui est de dire l'essentiel des flux d'azote, c'est quand même ce qui rentre sur les parcelles et ce qui est perdu. La suite, c'est des leviers sur lesquels il faut jouer, mais qui représentent quelques petits pourcents qui peuvent être importants, mais qui ne sont pas déterminants. Donc les enjeux sur les zones humides, vous allez voir les résultats avec Patrick, n'ont pas pour nous nécessité une priorité de recherche en termes de nidification. On a considéré qu'on savait déjà beaucoup de choses et que ces choses-là pouvaient être intégrées dans la modélisation. C'est pour ça que ça sera revu. Tandis que sur les haies et les bocages, on avait vraiment beaucoup d'interrogations. On avait des idées sur l'eau, on n'en avait pas sur le cycle de l'azote. Donc c'est aussi pour ça qu'on a focalisé sur le bocage. On va prendre une ou deux dernières questions et on passera. Excusez-moi, j'ai une question là sur l'aspect bocage. On parle de haies ou on parle de haies et de talus quand on parle de l'aspect bocage là? Puis après, alors dans ce qui a été présenté là, c'était des haies. C'est-à-dire ce qui est dans le modèle par exemple, c'est des haies voilà. Après, il y a des recherches qui ont été menées en comparaison de talus et qui n'ont pas été présentées là et qui n'étaient pas... C'est des haies. C'est l'arbre. Et plus généralement, bon, les présentations étaient effectivement très intéressantes, mais je pense qu'une partie des questions c'était qu'est-ce qu'on peut écrire aujourd'hui de façon simple pour dire, vous dites qu'il y a des travaux de recherche disant l'impact c'est 5% ou plus ou moins. Alors je sais que la simplification extrême est difficile, en même temps on aurait besoin de savoir qu'est-ce qu'on sait pas.
Et qu'est-ce que, justement, pour extrapoler à d'autres bassins versants, est-ce que c'est faisable ou pas, les histoires de datation et autres, pour avancer, parce qu'on est aussi ici, c'est les ateliers du CRECEP, qui est le transfert entre le terrain et puis la recherche. Il y aura ça, et puis bon, sur le programme Acacia, sur ce qu'on pourra dire ou pas dire, on est en train de rédiger un bouquin de synthèse qui sera disponible bientôt, et sur lequel on va essayer de faire le point justement de ce qui peut être diffusable, ce qui c'est aujourd'hui les connaissances qui font à peu près l'objet d'un consensus, et ce sur quoi il reste à travailler et sur lesquels on n'a pas de réponse. On va peut-être clore cette première route de questions. L'ensemble. Je vais vous laisser poser votre question parce que c'est très important d'avoir l'ensemble des questions. Et par contre, on laissera aux orateurs le soin d'y répondre. Oui, bonjour Jean-Paul Amont. J'aurais bien aimé qu'il y ait eu un éclairage apporté. Donc là, c'est un modèle sur un socle plutôt magnétique, je pense. J'imagine qu'il y a le modèle, même s'il est reproductible ailleurs, est sans doute très variable avec des socles différents au plan géologique. Et donc, voilà. Ce qu'on constate aussi, certains bassins versants qui ont des profils en nitrate complètement différents, qui peuvent passer de 70 mg en hiver et descendre à 3 mg fin d'été. Benjamin Lopez-Vergienne. Moi j'ai une remarque à faire sur la datation. Je voudrais pas que les gens pensent qu'il est possible de faire du CFC en rivière. Le CFC est quand même un gaz atmosphérique contaminé par l'atmosphère. Donc faire des datations en rivière par les CFC, à mon avis, c'est un peu une utopie. Alors je sais pas si vous le faites, mais voilà. Non, juste là-dessus, non, c'est jamais ce qu'on a dit. Ah oui, non, j'avais l'impression que les questions étaient un peu orientées comme ça, donc je voulais lever ce doute-là. CFC pas en rivière. Hein. La datation, elle ne se fait que sur la nappe en elle-même, et après on utilise ces résultats pour comprendre qu'est-ce qui arrive dans la rivière. Mais non, effectivement, on ne peut pas faire de datation directe à partir de la rivière. Donc ça c'est juste ma remarque. Et ma question, mais bon, sans réponse, c'était savoir si vous avez fait des scénarios prédictifs, des scénarios prédictifs sur votre modélisation, et si oui, quels étaient-ils et qu'est-ce qu'ils donnaient, quoi. On va revenir sur ce débat plutôt en discussion générale et au sujet de la modélisation. Mais je voudrais répondre à la personne qui a dit est-ce qu'on a des réponses? Mais je dis la réponse c'est ça, c'est l'ensemble des données donne des schémas cohérents et sur ces schémas on peut après les décliner site par site. Donc on reporte la question au modèle et le dernier exposé donnera bien des chiffres et une hiérarchie des choses, j'espère. On prendra la question en fin. Donc est-ce qu'on va passer maintenant à... Oui, pardon. Bonjour, Joanne Debril du comité des bassins versants de l'algue grève. Donc là, c'est vrai qu'on a des réponses assez claires sur les éléments du paysage. C'est vrai qu'on en parle beaucoup dans le plan algue verte qu'on nous demande de développer. Là, on comprend bien aujourd'hui que c'est bien les systèmes et ce qui va être mis sur les parcelles qui sont importants. Je voulais juste revenir quand même sur les éléments du paysage. Alors zone humide, on va en reparler tout à l'heure, bocage. On a parlé beaucoup de l'âge de l'eau dans la nappe. Donc on sait que plus visiblement, plus on est dans les profondeurs, et effectivement plus l'eau est vieille, entre guillemets. C'est effectivement l'âge de l'eau aussi qui est effectivement arrivé dans la rivière, parce que c'est aussi celle-là qui nous pose question. Et sur les éléments du paysage, est-ce qu'on sait, ou est-ce qu'on a moyen de savoir sur quelle justement tranche d'âge de l'eau sur laquelle on va travailler, quoi. C'est probablement difficile, mais est-ce que justement ces éléments du paysage vont permettre d'intervenir sur ce qui se passe aujourd'hui ou sur justement ce qui s'est passé il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, quoi. Je peux donner un élément de réponse très rapidement qui est... Ça, il y a un élément de réponse très clair sur ce qui s'est passé il y a 15 ans, on peut pratiquement plus rien faire. Ça, c'est assez irréversible. Par contre, clairement, on travaille sur ce qui se passe aujourd'hui, et un des messages, pour essayer d'avoir un message simple, c'est de dire ce qu'on fait aujourd'hui, pour partie, on n'aura pas besoin d'attendre 15 ans pour voir les résultats. Mais en même temps, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est aussi travailler pour dans 15, 20, 30 ans. Ça, s'il y a un message un peu simple à essayer de faire passer, je crois que c'est vraiment cette dualité. J'ai aussi 15 secondes qui je passe à répondre à vous deux, monsieur. Peut-être que ma présentation n'est peut-être pas très claire sur le fait qu'il y a
dit qu'il y avait des zones concentrées en profondeur et machin. C'est de l'histoire. C'est-à-dire que chaque bassin a sa propre histoire. Ce que j'ai montré, c'était une trajectoire théorique avec on enrichit puis on vide. Il y a des bassins qui continuent à s'enrichir, alors effectivement, ça peut être plus dilué en bas. C'est pas un schéma qui s'applique partout parce que le temps n'est pas le même partout. Et dernier élément, ce n'est pas les éléments du paysage, mais c'est aussi la position topographique. Plus les changements ont lieu proche de la rivière, plus la réponse est courte. Donc je pense que ces structures du paysage qui sont beaucoup en fait en bas de versant peuvent avoir un effet plus rapide, non pas de leur fait, mais du fait qu'elles sont proches de la rivière.